10 mars 2026, nous sommes dans la 5e année et au 15e jour depuis le début de l'invasion totale. Soyez les bienvenus, je vous souhaite la bienvenue au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, je précise d'emblée que nous verrons surtout des éléments pro-ukrainiens, car les événements du jour ont été principalement initiés par l'Ukraine. Nous verrons cela dans un instant. En effet, nous voyons le développement d'une nouvelle série de missiles balistiques que l'Ukraine souhaite désormais tester. Et bien sûr, cela se fera sur le territoire russe. Il y a eu à ce sujet une annonce très intéressante que nous allons examiner. De plus, nous assistons à une frappe aérienne massive avec des missiles de croisière Storm Shadow sur une usine russe qui est incroyablement importante pour le ministère de la Défense, ainsi qu'à des gains territoriaux. Et cette fois-ci, c'est du côté ukrainien, dans le cadre de leur offensive, et bien d'autres choses encore. Mais avant cela, je dirais qu'il est temps d'atteindre les 75 000 abonnés. Cela représentera déjà les 3/4 de l'objectif qui seront atteints. Allez-y, rejoignez Warren Tactics, tout comme des milliers d'autres personnes, gratuitement. Ne restez donc pas seul là-dehors. D'ailleurs, j'ai reçu un email. On m'a demandé de saluer quelques camarades, ce que je fais avec plaisir. À ce stade, je voudrais saluer les camarades du bataillon de grenadiers blindés 212 d'Augustdorf, qui font également partie de la communauté War and Tactics, et regardent mes rapports chaque jour. Bien sûr, jamais pendant le service. Vous êtes une partie incroyablement importante de l'armée de terre et des maîtres dans le combat interarmes. Sans les rois, notre infanterie, rien ne marche ici de toute façon. Merci pour votre service. Continuez ainsi. Une frappe aérienne a touché l'usine Kremniel à Briansk, une entreprise de l'industrie de l'armement russe qui produit de la microélectronique pour des systèmes militaires. L'installation est considérée comme un fournisseur extrêmement important de composants électroniques, utilisés notamment dans les systèmes d'armes et l'équipement militaire. Le groupe est extrêmement important pour la Russie, c'est pourquoi environ 90 à 94% de l'industrie de l'armement russe est approvisionnée. L'usine fabrique des composants pour missiles Iskander, systèmes anti-aériens pour chars et drones, et a été touchée aujourd'hui par des missiles de croisière. Je suppose qu'il s'agissait ici de Storm Shadow. Ensuite, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois et j'ai pu capturer une image à un moment donné. Car les missiles de croisière disponibles pour l'Ukraine sont déjà très limités. C'est pourquoi cette image ici ressemble énormément à un Storm Shadow. Aucune confirmation officielle n'existe pour l'instant, ni sur l'utilisation des missiles Storm Shadow, ni sur le fait que l'attaque provient de l'Ukraine. Soyons honnêtes, vous le voyez, nous ne sommes ni aveugles ni stupides. C'est bien un missile de croisière Storm Shadow, pas un Flamingo comme certains l'ont prétendu. Plusieurs chaînes russes publient actuellement des messages alarmants concernant des attaques ukrainiennes dans la région d'Ouliapol. C'est très intéressant, car une offensive ukrainienne a justement lieu ici. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, regardez un instant ici. Voici une ligne de défense ukrainienne qui passe à peu près ici, puis il y en a une deuxième qui passe plus bas. Celle-ci est tombée aux mains des Russes en septembre 2025. Les Ukrainiens ont ensuite perdu la zone environnante et maintenant ils essaient de la reconquérir petit à petit pour justement atteindre cette ligne. Les 3 avancées se font d'abord par Terre-Neuve, par la colline 161, puis ici aussi par la colline 167, ainsi qu'ici à Ribne par la colline 134. Et ce que nous voyons aussi maintenant, c'est que ça n'a plus vraiment avancé ces derniers temps. Je crois qu'il y a 2 ou 3 rapports, j'ai déjà signalé que ça s'est enlisé ici. Nous constatons aussi que les Ukrainiens n'ont pas encore pris l'une de ces 3 collines. Ce qu'ils essaient maintenant, comme on peut le voir, c'est d'avancer ici, entre les collines fortement fortifiées. Nous voyons actuellement des combats ici, autour de Novo-Rivka, qui sont en ce moment rapportés par des chaînes russes. Avant l'avancée, un tir de barrage aurait visé les positions russes dans la zone de construction. Certains rapports indiquent que des unités ukrainiennes ont avancé de plusieurs kilomètres jusqu'à la frontière de l'oblast de Zaporijia. Ces informations viennent de sources russes et ne peuvent être vérifiées indépendamment. Si les Russes montrent et admettent cela, donc une victoire de l'autre camp, cela a déjà un poids considérable. C'est pourquoi j'ai pris la déclaration au pied de la lettre. Il est dit jusqu'à la frontière de Zaporijia qui passe ici. On le voit très facilement sur la carte, ici passe la frontière et ici les premiers combats ont lieu pratiquement dans l'oblast voisin. J'ai donc indiqué prudemment la localité comme toujours sous contrôle russe et en zone grise, car les combats ne sont pas finis et aucun vainqueur n'est encore désigné. Mais nous voyons que cela progresse à nouveau après une courte pause. La situation des localités ici reste toujours incertaine. Il n'y a vraiment aucune preuve concernant la situation autour de Stepov, tout comme pour Berezov.
Ce ne sont que des spéculations, c'est pourquoi tout cela reste encore dans une zone grise. Je prends tout cela très au sérieux concernant les mouvements de front, quel que soit le côté. Alors certains peuvent bien sûr se demander pourquoi les Ukrainiens n'ont pas attaqué directement par le centre, au lieu de prendre péniblement les collines ici. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. D'une part, on a besoin des collines, car elles offrent naturellement une position surélevée. De là, on peut mieux observer, mieux protéger et aussi mieux défendre. Ces positions sont plus faciles à tenir. Surtout ici, cette zone est très attrayante pour les Ukrainiens, car il y a beaucoup de localités dans cette région. Grâce à ces localités et aux routes qui passent ici, on peut bien sûr assurer l'approvisionnement, on peut faire avancer de nouvelles unités, on peut ouvrir de nouvelles voies d'approvisionnement. On peut bien sûr aussi mieux défendre cette zone qu'un champ ouvert. C'est précisément pourquoi cette voie d'attaque est très attrayante. Elle relie la ligne de front ukrainienne actuelle à leur objectif, ces voies de défense en bas. Et en plus, ce qui est aussi clairement invisible ici, il y a un cours d'eau qui passe ici, donc une barrière naturelle contre d'autres attaques russes potentielles qui essaieraient de bloquer cette direction. Si vous contrôlez cela ici, vous avez vraiment fait un très grand gain. Les deux autres options, moins bonnes mais intéressantes, seraient en ces deux itinéraires ici. Et ici, entre les deux, c'est toujours un peu dangereux. On se trouve ici entre deux positions russes manifestement fortement fortifiées sur les deux hauteurs. Cela veut dire qu'on est toujours sous surveillance, on est toujours sous attaque. Et ce qu'il ne faut bien sûr pas oublier, même si l'Ukraine devait conquérir cet endroit ici, il serait difficile de l'approvisionner en continu. Tout ceci est bien sûr un terrain ouvert, ce sont des champs, il y a à peine des chemins ou des routes bien aménagées, contrairement aux trois autres axes d'attaque, ce qui signifie que c'est évidemment difficile. Mais ce qu'on peut faire avec une telle attaque, c'est évidemment de diviser un peu les Russes ici. Renforcer des positions intermédiaires, comme le font souvent les Russes, complique la tâche car cela impose un détour plus grand. Cette route ici, qui sert de voie de liaison, pourrait aussi être contrôlée par les Ukrainiens, au moins depuis les airs, s'ils prennent ce lieu ici, ce qui rend évidemment les mouvements russes de plus en plus difficiles. Et du fait qu'ils peuvent alors approvisionner plus difficilement, ainsi que faire venir ou échanger des réserves plus difficilement, cela pourrait donner un avantage aux Ukrainiens. Pour ensuite finalement conquérir les deux collines, ici au bout, à partir de la maison de confrontation, bien sûr aussi attaquer les flancs, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc de nombreuses possibilités et options. Mais comme je l'ai dit, restons prudents pour l'instant. Observons d'abord l'évolution du combat avant d'analyser à nouveau. Le concepteur en chef de la société Firepoint, Denis Stillerman, a mentionné plusieurs détails concernant un projet ukrainien de missiles balistiques prévu, à savoir le FP7 et aussi le FP9, vous savez comment c'est ça. La FP5 est la désignation officielle des missiles de croisière Flamingo. Il existe aussi la FP7 et la FP9, ce sont les désignations de deux missiles balistiques de portées différentes que nous avons déjà examinées il y a environ 6 mois. La FP7 est donc sur le point d'être testée en conditions réelles et devrait bientôt être essayée contre des cibles sur le territoire russe. La base du développement est, entre autres, une version reproduite d'un missile S-300 qui devrait être compatible avec les rampes de lancement existantes. Après intégration dans les systèmes radars existants, ce concept pourrait également faire partie d'un futur système de défense antimissile ukrainien dans le cadre du projet Freya. Les développeurs indiquent donc que les nouveaux missiles seront nettement moins chers que les modèles S-300 d'origine, car la conception et la production sont simplifiées et des technologies de fabrication modernes sont utilisées. Parallèlement, la FP7 doit également être considérée comme une alternative économique à l'ATACMS. Sa portée est annoncée jusqu'à 300 km selon la charge utile. La charge utile dépasserait celle de l'ATACMS et, selon les développeurs, le missile coûterait environ 2,5 fois moins cher. Ce serait incroyable si c'est vrai, car cela signifierait que les Ukrainiens ont pris un missile anti-aérien russe, l'ont amélioré et transformé. Et si en plus elle est moins chère à produire que les équivalents russes et américains qui sont censés avoir à peu près le même effet. Mais une telle production de missiles ne sort évidemment pas de nulle part. C'est pourquoi l'Ukraine a lancé, avec plusieurs pays occidentaux, des programmes de production et de développement qui ont peut-être aussi influencé le développement des FP7 et FP9. En ce qui concerne la FP7, contrairement à d'autres projets comme la fusée Flamingo, il n'y a notamment pas de problème de fabrication du moteur, car celui-ci est déjà connu et n'a pas eu besoin d'être développé à nouveau. Selon les développeurs, la première utilisation au combat de la FP7 est attendue avant l'été 2026.
En parallèle, l'entreprise développe la FP9, une fusée balistique bien plus puissante en portée. Elle devrait atteindre une portée allant jusqu'à 800 km et se trouve actuellement encore en phase de développement. Le moteur en particulier est en cours de finalisation. Les premiers tests sont également prévus pour le début de l'été. Selon les développeurs, la FP9 devrait aussi être plus difficile à intercepter. Alors que par exemple, une Iskander-M russe atteint environ 800 mètres par seconde, la FP9 pourrait, selon les plans actuels, atteindre jusqu'à 1200 mètres par seconde. L'objectif des développeurs est qu'une partie des missiles, environ un quart, puisse percer la défense aérienne autour de Moscou, car les missiles de croisière et les drones y sont généralement interceptés. À mon avis, ils doivent cependant accélérer un peu les choses, car la Russie renforce constamment la défense aérienne autour de Moscou, et la capitale est de plus en plus intégrée dans l'anneau de défense aérienne. Selon les rapports, les Italiens pourraient à nouveau livrer 1025 systèmes de défense aérienne à l'Ukraine. Il s'agit d'une plateforme de défense aérienne automotrice datant de la guerre froide, équipée de jusqu'à 4 canons automatiques de 25 mâts particulièrement adaptés à la lutte contre des cibles lentes comme les drones. Selon les informations actuelles, la livraison pourrait comprendre plusieurs batteries de ce système, mais le nombre exact reste inconnu. Il est cependant supposé qu'assez de véhicules pourraient équiper jusqu'à 3 batteries de défense aérienne. Bien sûr, il n'y a pas de confirmation officielle, car l'Italie ne rend traditionnellement pas public les détails de ses paquets d'aide militaire. La plateforme n'est pas totalement inconnue de l'Ukraine. L'Italie avait déjà livré auparavant des véhicules basés sur le CITAM-25, mais sans leur équipement de défense anti-aérienne. Ceux-ci ont été utilisés à la place comme transport de troupes blindées sur la base du M113. Si cette fois-ci des versions de défense anti-aérienne entièrement équipées devaient effectivement être livrées, elles pourraient être utilisées notamment pour contrer les drones Shahed. Ce serait bien sûr très économique, car ils utilisent leurs canons à tir rapide et peuvent ainsi engager des cibles petites et lentes. Même si les missiles de défense anti-aérienne coûteux peuvent aussi le faire, cela influence fortement le prix, comme on le voit en Iran. Au cours des 100 premières heures, les pays voisins ainsi que les États-Unis ont gaspillé environ 4 milliards en missiles de défense anti-aérienne pour des drones bon marché. Le président Zelensky a annoncé l'envoi de 3 équipes de spécialistes ukrainiens au Moyen-Orient pour résoudre ce problème. Ils travaillent actuellement au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, où l'intérêt pour l'expérience ukrainienne dans la gestion des drones Shahed iraniens grandit. Cette coopération est bien entendu liée à ce que l'Ukraine appelle le soi-disant accord sur les drones, dans lequel Kiev partage son expérience pratique et ses technologies de lutte contre les drones avec ses partenaires. En contrepartie, l'Ukraine continue de soulever la question de l'obtention de missiles supplémentaires de défense aérienne. Il s'agit en particulier des missiles intercepteurs Pacte 2 et Pacte 2. Un pour les systèmes Patriot, qui sont nécessaires pour contrer les attaques de missiles. Et avec cela, je remercie tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe des algues. Je suis ravi que vous ayez été avec nous aujourd'hui. Un remerciement particulier aux invités Tendance d'Obersolter, bien sûr à Joe Meyerhofer. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires, et à bientôt pour le prochain rapport de situation.